Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Très bien. Alors, vous n'avez eu aucun TP. Aucun TP réseau. Vous n'avez assisté à aucun TP. Vous n'avez pas eu d'enseignant. Oui, on a assisté, mais si on a pas de TP. Vous étiez donc, vous n'avez rien compris. Ok, donc on commence du début, Kamel. Oui. D'accord. Alors, l'objectif de ce TP, c'est d'apprendre à configurer un réseau, à de le mettre en place et à configurer ses équipements. Il y a une partie pratique sur matériel, il y a une partie de simulation. Donc, puisqu'on est en ligne, on ne peut pas parler de la partie pratique sur matériel. Donc, on la verra cette semaine normalement, puisqu'on va rebasculer vers le présentiel. Donc, on va juste se contenter dans ce TP de la partie simulation. Et l'outil de simulation en réseau pour ce module, c'est Packet Tracer. Donc, quand vous l'allumez, voici l'écran qui vous affiche. Et bon, vous avez ici l'écran blanc, là, c'est si on veut la partie où on peut travailler, on peut créer la topologie, mettre en place les équipements, etc., les relier entre eux. Vous avez en haut la barre, ça permet de créer un fichier, par exemple ici, créer un fichier Packet Tracer, etc. Donc, la barre des menus, elle est commune pour tout logiciel. On ne va pas trop s'attarder sur ça, il n'y a pas grand chose à faire ici. Vous avez la deuxième barre Naya, elle est assez importante. Donc Naya, c'est pour sélectionner un équipement. Donc déjà, avant de débuter la présentation de cette barre, on va d'abord voir tout en bas à gauche la partie où on peut insérer des équipements. Donc les équipements qu'on peut insérer, on en a deux types. Il y a les équipements terminaux et il y a les équipements d'interconnexion. Ou là, qu'on appelle aussi les équipements intermédiaires. Les équipements terminaux, ils sont ici, donc end devices. Vous avez PC, laptop, serveur, etc. Donc on ne va pas aussi trop s'attarder sur les autres. On va se contenter du PC et laptop, c'est à peu près la même chose. Serveur, c'est un PC, mais on peut avoir des services qui peuvent être configurés dedans, comme un service HTTP, DNS, etc. Donc, si vous voulez insérer un PC au niveau de l'interface, vous n'avez juste à cliquer sur cet équipement et l'insérer sur le plan de travail. Voilà, comme ceci. Donc, head là, le bouton que j'ai cliqué ici, là, ça permet de sélectionner un équipement et de le déplacer au niveau de l'écran. Au niveau des équipements terminaux, vous avez plusieurs types. Donc, vous avez les routeurs ici, vous avez les switches ici, ou là, les commutateurs. Et ici, vous avez les concentrateurs ou bien les hubs. Donc, vous avez plusieurs versions d'équipements. Donc, chaque routeur a ses spécificités comme le nombre d'interfaces, le type d'interface, etc. Ce que je vous conseille, c'est de toujours utiliser ce routeur-là, PT Router. Donc, celui-là, c'est un routeur qui est assez complet, qui possède beaucoup de slow, vide, d'interface. Donc, vous pouvez le personnaliser quand vous voulez au niveau de n'importe quelle topologie que vous voulez créer. Parce qu'il se peut dans certains cas où le routeur doit relier 4 réseaux, 5, 6, donc il en aura besoin de plusieurs interfaces. Contrairement à au premier où il possède uniquement 2, 3, etc. Donc, ayez l'habitude de travailler avec ce routeur-là. On verra aussi par la suite la différence entre un routeur, un switch et un concentrateur, quand les utiliser au niveau de la topologie, à quoi ils servent, etc. Le switch, vous pouvez utiliser celui-là, pas de problème. Donc, si vous utilisez Hada ou Hada, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser le tout premier. Concentrateur, c'est Hada. Voilà. Là, ce qu'on a fait, on a pu insérer des équipements, que ce soit des terminaux ou des équipements intermédiaires. On les a insérés au niveau de l'espace de travail, comme ceci. Maintenant, on désire relier ces équipements. On va ici, head l'éclair, où ça nous permet d'avoir en main plusieurs types de câbles, etc.
chaque câble aussi a son rôle et il est utilisé dans un cas d'utilisation bien précis. Vous avez, on va pas commencer par celui-là, je vais le laisser en dernier. Le câble bleu, c'est un câble qu'on appelle câble console. On le verra aussi quand on va configurer un routeur. Donc c'est un câble qui permet de configurer un équipement d'interconnexion via un équipement terminal. C'est-à-dire que je branche mon équipement terminal via la liaison à l'interface console de l'équipement intermédiaire. Donc ça veut dire que à partir du PC, je peux configurer le routeur. Donc c'est ce qui se passe en cas pratique parce que le routeur c'est un équipement de niveau 3 selon le modèle OSI. C'est un équipement qui ne possède pas d'interface. Donc pour pouvoir le configurer et le personnaliser, il faudrait le relier avec un équipement terminal de niveau 7 comme un PC via une liaison console et faire les configurations nécessaires. Donc, on le verra par la suite. C'est juste pour vous donner une idée, vous dire que le câble bleu, c'est un câble de configuration. Donc, ce n'est pas un câble qui permet une connexion entre le PC et le routeur. Il ne leur permet pas d'être connectés entre eux. Vous avez la ligne continue, c'est le câble droit. Donc, je ne sais pas si vous avez vu en cours la différence entre un câble droit et un câble croisé et quand est-ce qu'on utilise le câble droit et le câble croisé. Donc, est-ce que vous avez vu ça? Alors, est-ce que vous avez vu le modèle OSI? Oui. Vous l'avez bien compris. Donc vous savez que les équipements ils appartiennent à quelle couche selon le modèle OSI. Ou là, vous voulez que je le répète aussi? Je peux le répéter, hein? Oui, madame. Ok. Donc vous savez que pour communiquer, donc un réseau déjà c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux. Ça c'est la définition d'un réseau. Et les équipements peuvent être des équipements terminaux ou bien intermédiaires. Et la communication au niveau de ce réseau, elle se passe via un modèle. Le modèle, on l'appelle le modèle OSI, c'est un modèle théorique qui permet d'expliquer comment se passe une communication au sein d'un réseau. Il a été développé par l'organisme de normalisation ISO. Donc c'est un modèle qu'utilisent tous les constructeurs de réseaux, etc. Donc, ils se sont entendus sur l'utilisation de cette norme. Donc, c'est une norme, elle permet de rendre quelque chose conventionnel et utilisable entre différents équipements pour qu'il y ait une certaine interopérabilité. Donc, si on n'utilisait pas les mêmes normes et les mêmes protocoles, c'est comme si on parlait des langages différents d'un point de vue technique et donc on ne pourrait pas faire communiquer des équipements qui sont issus de technologies différentes. Donc on se base sur le modèle OSI qui permet de décrire comment se passe une communication et le modèle TCP/IP c'est un modèle pratique, c'est-à-dire qu'il a été implémenté et il se base sur le modèle OSI. Donc le modèle TCP/IP c'est pas un modèle théorique mais c'est ce qu'on appelle une pile protocolaire qui est un ensemble de protocoles qui travaillent entre eux et collaborent pour pouvoir assurer la communication. TCP/IP, il est utilisé en cas pratique au niveau du réseau Internet. Modèle aussi, c'est un modèle théorique. Maintenant, on peut développer une autre approche qui met TCP/IP pour pouvoir définir comment se passe une communication. Donc, le modèle aussi, il se présente comme suit. Il se présente sur 7 couches. Vous avez les couches qui sont en haut, c'est les couches qu'on appelle logicielles, et les couches qui sont en bas, on les appelle les couches physiques ou bien les couches matérielles. Donc la première, c'est la couche application, elle sert d'interface entre les applications. Donc application, maintenant on est au niveau utilisateur, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur votre écran, au même titre qu'un utilisateur final. Présentation, elle permet le codage, la conversion et le chiffrement des données. Donc, si on a une donnée, ça permet de la coder, de la chiffrer, de lui ajouter certaines informations système, etc. La couche session, elle permet d'établir une connexion, son maintien et sa libération, donc une connexion entre différentes applications au sein d'un même équipement.
Quant à la couche transport, elle permet d'établir une connexion de bout en bout, c'est-à-dire entre deux applications qui ne sont pas au niveau d'un même terminal. La couche réseau, elle permet d'acheminer les paquets, elle permet l'adressage IP, qu'on verra par la suite, et elle permet aussi le routage. Donc, la couche réseau, ça permet de transférer le paquet qu'on veut envoyer et de lui trouver un chemin. Donc, c'est ça son objectif. C'est-à-dire que si on est au niveau d'un grand réseau, et si on veut envoyer une donnée, la couche réseau, elle va se charger de trouver le chemin que devra emprunter le paquet pour pouvoir arriver à destination. Contrairement à la couche transport, ça établit juste une connexion entre deux services. Par exemple, si j'envoie un mail, je suis en train d'utiliser un service de messagerie, c'est tout. Donc ça permet de mettre en place une communication uniquement. Mais la couche réseau, elle permet d'acheminer le paquet, c'est-à-dire lui trouver un chemin et le faire parvenir à sa destination. Couche liaison, elle permet d'échanger des données via un support local commun. Donc là, au niveau de la couche liaison, c'est la communication au niveau d'un réseau local. Donc on n'est pas au niveau d'une interconnexion. Quand on est au niveau d'un réseau local, il n'y a pas de routeur, etc. On communique via la couche liaison. Donc c'est ici qu'on utilise par exemple les adresses physiques, les adresses MAC. Je pense que vous les avez vues en cours. Quant à la couche physique, c'est une couche qui permet de coder le signal et de l'envoyer. Donc toutes les données qui sont au niveau des couches supérieures, elles sont normalement numériques, elles sont binaires. Donc le rôle de la couche physique, c'est de transformer ce signal numérique en un signal analogique et le transporter au niveau du média de transmission. Donc tout dépend aussi de la nature de ce média. Ça peut être un câble, ça peut être du sans fil, etc. Donc on essaie d'adapter notre signal à notre média. Donc c'est le modèle OSI. Le modèle TCP/IP, c'est un modèle qui se base sur OSI, mais pour TCP/IP, la couche application, c'est les trois couches supérieures au niveau du modèle OSI. Donc la couche applicative du modèle TCP/IP englobe aussi bien la couche application, présentation et session. Maintenant, elle fournit les mêmes services. La couche transport, c'est la même, que ce soit pour TCP/IP ou bien OSI. Donc ça fournit les mêmes services. La couche réseau, c'est la même, sauf qu'on l'appelle couche Internet, parce que le modèle TCP/IP est un modèle qui est implémenté au niveau du réseau Internet. Et la couche accès réseau, elle englobe aussi bien la couche liaison et physique. Donc elle assure les deux objectifs de ces deux couches théoriques. Donc au niveau de chaque couche, donc maintenant on a vu comment se présente le modèle. Les couches elles ont un rôle. Donc pourquoi elles sont présentées comme couches? Parce que si par exemple vous êtes au niveau applicatif, vous pouvez voir tout ce qui est en bas. Et si vous êtes au niveau par exemple réseau, vous pouvez voir, vous avez accès à la couche liaison et physique, mais vous n'avez pas accès à la couche transport, c'est en présentation et réseau, et application, pardon. Donc ce modèle à couche, ça se présente comme une pile. Dès qu'on est à un certain niveau du modèle, on ne peut pas voir ce qui est en haut. Donc c'est pour ça que c'est présenté comme ça. Un PC par exemple, il est de couche 7. Il est de couche applicative parce qu'il a une interface. Un routeur, il est de couche 3. Donc il est au niveau de la couche réseau. Il permet d'acheminer les paquets et comprend ce que c'est qu'une adresse IP. Et il permet aussi de faire ce qu'on appelle le routage. Donc puisqu'il comprend les adresses IP, automatiquement il peut aussi comprendre les adresses physiques ou bien les adresses MAC. Par contre, un commutateur, il est de niveau 2. Il est au niveau de la couche liaison. Maintenant, il communique via les adresses physiques qui sont les adresses MAC, mais ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une adresse IP parce qu'il est d'une couche inférieure à la couche réseau. Et le concentrateur, il est de niveau 1. Donc il est au niveau de la couche physique. Il ne comprend pas ce que c'est qu'une adresse MAC. Il permet juste d'amplifier le signal. Donc il travaille uniquement niveau signal analogique ou bien numérique en envoi. Donc au niveau aussi d'un réseau, si on est par exemple, on a une grande topologie, tous les équipements doivent être joignables. Donc si vous voulez envoyer un message, vous devez connaître l'identité de la destination. Donc c'est comme quand vous envoyez une enveloppe, une lettre à la poste. Donc vous devez mentionner
le nom du destinataire, etc. En réseau, ça doit être unique, c'est-à-dire que pour pouvoir joindre un équipement, il doit avoir un identifiant unique. On a plusieurs identifiants suivant les couches. Donc si on suit le modèle TCP/IP, donc au niveau de chaque couche, on a un identifiant. Au niveau applicatif, on a ce qu'on appelle le nom d'hôte. Le nom d'hôte, c'est le nom du PC, par exemple, le nom du routeur. Le nom, c'est vrai qu'il peut identifier au niveau applicatif, mais il ne permet pas une identification distincte. C'est-à-dire que deux routeurs peuvent avoir le même nom, ou les deux PC peuvent avoir le même nom, etc. Au niveau de la couche transport, on identifie une application parce que ça permet de connecter, de mettre en place une connexion de bout en bout entre deux applications. Pour identifier une application, on peut utiliser ce qu'on appelle le numéro de port. Par exemple, si on utilise le service HTTP, on va utiliser le port dédié au service HTTP. Donc c'est le port 80, je pense. Mais le port aussi, il n'est pas distinct. Donc plusieurs applications peuvent utiliser le même port, plusieurs applications peuvent utiliser les mêmes services, etc. Donc ça ne permet pas d'identifier de manière unique. Au niveau de la couche réseau, l'identifiant utilisé est ce qu'on appelle une adresse IP. Une adresse IP, c'est un identifiant logique qui permet d'identifier un équipement de manière unique à un instant T. Pourquoi un instant T? Parce que, par exemple, si vous êtes connecté au niveau d'Internet, dès que vous vous connectez, on vous attribue une adresse IP. Dès que vous sortez, avec l'adresse IP, on vous l'enlève et on peut l'attribuer à une autre personne qui se connecte après vous. Donc vous voyez que l'unicité de votre identifiant, il est uniquement à un instant T. C'est-à-dire que si vous êtes connecté à cet instant-là, vous avez cet identifiant. Si vous vous reconnectez une autre fois, vous aurez peut-être un autre identifiant parce qu'il y a un autre équipement qui a pris votre identifiant parce qu'il s'est connecté après vous. Donc l'adresse IP, c'est un identifiant qui permet d'identifier de manière unique uniquement un instant T. Par contre, au niveau de la couche accès réseau, l'adresse MAC ou bien l'adresse physique, donc une adresse MAC, c'est un identifiant physique qui ne change pas. C'est-à-dire que vous aurez toujours la même adresse MAC, contrairement à une adresse IP qui change à chaque fois que vous vous connectez. Une adresse MAC, c'est un identifiant qui est présent au niveau de la carte réseau, donc c'est tout simplement l'identifiant de la carte réseau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne change pas. Il est aussi unique à travers le monde, donc chaque équipement dans le monde, il a une adresse MAC unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre personne qui aura la même adresse MAC que lui. Pour la changer, il faut carrément changer sa carte réseau pour pouvoir avoir une autre adresse MAC. Donc l'adresse, elle est unique. Maintenant, les équipements qui m'appellent, donc au niveau applicatif, on a la passerelle d'application. Au niveau transport, on a la passerelle de transport. Donc la passerelle, c'est un équipement de plus haut niveau que le routeur. Ça permet, entre autres, par exemple, de faire des traductions de protocoles. Ou là, des traductions de... Par exemple, si vous avez un réseau qui communique en utilisant le protocole IP, ou si vous avez un autre réseau qui communique en utilisant un autre protocole ancien, comme le protocole, tout ce qui est token ring, etc. Donc, une passerelle, elle pourra faire la traduction entre les deux protocoles. Parce que si on n'utilise pas les mêmes protocoles, c'est comme si on parlait deux langages différents. Donc, les équipements qui utilisent des technologies différentes ne pourront pas communiquer. C'est pour ça que maintenant, on s'est mis d'accord sur l'utilisation du protocole TCP/IP à l'échelle mondiale. Et ça permet d'unifier la communication et ça permet à tous les équipements, même s'ils sont issus de constructeurs différents, de pouvoir communiquer entre eux. Au niveau de la couche Internet, vous avez le routeur, qu'on verra par la suite. Et vous avez au niveau de la couche liaison le commutateur, qui est le switch, qui comprend les adresses MAC. Et au niveau physique, vous avez le concentrateur ou bien le hub, qui est plus un amplificateur de signaux. Maintenant, on a défini le modèle. On va expliquer maintenant comment se passe une communication en utilisant le modèle OSI par exemple. Vous avez ici une communication entre deux hôtes. Vous avez par exemple l'hôte qui est au niveau, qui est tout à fait à gauche, il veut communiquer avec l'hôte qui est tout à fait à droite. On va expliquer comment se passe cette communication en utilisant ce modèle. Donc on est au niveau applicatif, on veut envoyer une donnée.
la donnée, ça peut être un message, un fichier, un son, une image, etc. Donc ça peut être n'importe quel type de données. Donc on est au niveau applicatif, on veut l'envoyer à une destination. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la donnée et on est au niveau applicatif, on lui ajoute on l'a fait descendre à la couche session. Qu'est-ce qu'on fait? On lui ajoute ce qu'on appelle un en-tête. Donc au niveau de chaque couche, on ajoute ce qu'on appelle un en-tête. Un en-tête, c'est un ensemble d'informations système. C'est-à-dire que c'est pas la donnée brute, mais c'est la donnée plus, c'est la donnée à laquelle on ajoute des informations système. Parmi les informations qu'on peut ajouter au niveau de l'entête applicative, c'est par exemple le nom du fichier, le propriétaire, la date de dernière modification, la date de création. Donc, est-ce que cette donnée elle va être codée, chiffrée, etc. Donc on peut ajouter toutes ces informations-là qui sont nécessaires pour pouvoir, par la suite, au niveau de la destination, lire ces données, etc. Donc, au niveau de la couche application, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une donnée brute et on lui a ajouté un en-tête applicatif qui contient toutes les informations que je vous ai énoncées. Donc, la donnée brute plus l'en-tête applicative nous donne ce qu'on appelle une donnée applicative. Maintenant, c'est la combinaison de la donnée brute plus l'en-tête. Et de la donnée applicative, elle va descendre au niveau de la couche transport. On est au niveau de la couche transport. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute aussi un en-tête au niveau de cette couche. Donc, on ajoute un en-tête soit TCP ou bien UDP. Donc, on ajoute un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend de la nature de la donnée qu'on veut envoyer. Si on veut envoyer une donnée qui doit être reçue, par exemple à 100%, on devra utiliser TCP, parce que TCP, c'est un protocole de transport qui est en mode connecté et fiable. C'est-à-dire qu'il permet d'assurer que la donnée arrive de manière complète, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas certains disons, paquets de la donnée qui n'arrivent pas, qui sont mal reçus. Donc même s'ils sont mal reçus, il les retransmet. Donc au niveau de TCP, on assure que la donnée elle arrive complète à l'utilisateur final. Donc on utilise TCP par exemple dans le cas d'envoi de fichiers. Si vous envoyez un fichier, vous devez vous assurer qu'il arrive de manière complète à la destination. Une image aussi, un son. Donc si par exemple ça n'arrive pas à 100%, l'utilisateur final ne pourra pas ouvrir le fichier, ne pourra pas lire le fichier. C'est comme quand vous téléchargez un fichier. Si vous téléchargez un grand fichier, même si vous arrivez à 99%, eh bien vous ne pourrez pas ouvrir votre fichier parce que vous ne l'avez pas reçu de manière correcte. UDP, c'est un protocole de transport qui est non connecté et non fiable. Non connecté veut dire qu'il n'établit pas une connexion avant l'envoi avec la destination, il commence juste à envoyer. Et non fiable parce qu'il ne retransmet pas les paquets perdus. UDP, on peut l'utiliser dans le cas de la vidéoconférence ou là dans le cas du streaming en direct. Donc la nature de la donnée au niveau de la vidéoconférence, c'est qu'elle est infinie. C'est-à-dire que si je suis en direct, je ne sais pas a priori quelle est la taille de la donnée que je suis en train d'envoyer. Je suis juste en train d'envoyer des paquets audiovisuels à la destination et je préfère utiliser UDP parce que si j'utilise TCP, je serai obligé de retransmettre tous les paquets qui sont perdus. Et si je commence à retransmettre tous les paquets qui sont perdus, j'aurai une certaine latence au niveau de la communication interactive, j'aurai pas ce côté direct, j'aurai un delta T de retard, etc. Donc c'est pour ça qu'on privilégie UDP à TCP, tout dépend de la nature de la donnée qu'on veut envoyer, tout dépend de la nature de la communication aussi. Donc là, au niveau transport, on va décider soit d'ajouter un en-tête TCP, soit d'ajouter un en-tête UDP, tout dépend de la nature. Donc l'ajout de l'en-tête transport plus la donnée applicative nous donne ce qu'on appelle un segment TCP ou bien un datagramme UDP. Donc on l'appelle segment UDP ou bien datagramme UDP. Donc hadouma c'est les noms des données au niveau de chaque couche. C'est-à-dire au niveau de chaque couche, on a un nom spécifique à la donnée. Au niveau applicatif, on l'appelle donnée applicative. Au niveau transport, on l'appelle segment. Donc si j'ai ajouté un en-tête TCP, si j'ai envoyé un fichier, je l'appelle segment TCP. Si c'était des données audiovisuelles, j'étais en visioconférence, j'ajoute un en-tête UDP et j'aurai un datagramme UDP. Maintenant, le segment, il va descendre à la couche réseau.
Non, pardon. Parmi les informations qu'on ajoute au niveau de l'entête TCP ou bien UDP, par exemple, c'est les numéros de port. On va spécifier quels sont les ports utilisés, quels sont les services utilisés. Si j'envoie un mail, je devrais utiliser un service de messagerie. Si j'envoie un fichier, si je télécharge un fichier, je devrais utiliser le service de téléchargement, le service qu'on appelle FTP. Si j'ai envie d'accéder à une page web, j'utilise le service HTTP, etc. Donc, parmi les infos qu'on ajoute au niveau de l'entête TCP ou bien UDP, sont les numéros de port source et destination. Au niveau de la couche réseau, mon segment, il descend au niveau de cette couche et je lui ajoute aussi un entête propre à la couche réseau. L'entête propre à la couche réseau est l'entête IP. Donc, l'entête IP, ça permet aussi d'ajouter des informations concernant, par exemple, l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc c'est au niveau de cette couche que j'ajoute cette entête-là. Donc l'entête IP va comporter plusieurs autres champs. Donc il n'y a pas uniquement que les adresses, il y aura d'autres champs. Par exemple, ce qu'on appelle le TTL, Time to Live. Donc le paquet TI, il aura une certaine durée de vie. La durée de vie, elle est définie par le nombre de sauts que devra traverser mon paquet. On peut mettre aussi le chemin que va prendre mon paquet, c'est-à-dire tous les routeurs qu'il va traverser, leur adresse IP, etc. Donc, parmi les infos qui nous intéressent sont les adresses IP source et destination. Donc, le segment TCP ou bien datagramme UDP plus l'entête IP nous donne ce qu'on appelle un paquet IP ou bien un datagramme IP. Donc, on peut dire paquet IP ou bien datagramme IP. Donc, c'est la même chose. Mais on privilégie de dire paquet IP et garder datagramme pour UDP. Le paquet IP, il va aussi descendre au niveau de la couche liaison. On va lui ajouter aussi un entête. L'entête qu'on ajoute au niveau de la couche liaison, c'est l'entête qu'on appelle entête Ethernet. On va supposer qu'on utilise la technologie Ethernet. On peut utiliser notre technologie HDLC, PPP, etc. Là, on va supposer qu'on utilise Ethernet parce que Ethernet, c'est la technologie la plus utilisée dans le monde. Donc, donc l'entête Ethernet, elle se présente en deux. Il y a le début ici qu'on ajoute à gauche. Il y a aussi ce qu'on ajoute à la fin, qui est le FCS. Ce FCS, il permet de faire le contrôle d'erreur de bits, etc. Le FCS, on l'appelle aussi remorque Ethernet parce qu'il se trouve à l'extrémité. Donc, le paquet IP, on le met entre deux entêtes. On a l'entête à gauche et à droite. Donc, parmi les infos qu'on peut ajouter au niveau de cette entête, c'est l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination qui sont les adresses physiques. Donc, paquet IP plus entête Ethernet nous donne ce qu'on appelle une trame Ethernet. Donc là, on est au niveau de la couche liaison. On a notre donnée, on lui a ajouté toutes les entêtes nécessaires pour qu'elle puisse arriver à destination. Donc, c'est comme quand vous envoyez une lettre, vous ne pouvez pas envoyer votre lettre à la poste telle qu'elle, vous devez la mettre dans une enveloppe, vous devez spécifier certaines informations au niveau de l'enveloppe, etc. Donc c'est la même chose qui se passe au niveau d'une communication en utilisant le modèle OSI. Donc vous avez une donnée brute qui est accompagnée de données système qu'on appelle entête et on les ajoute au niveau de chaque couche. Au niveau de la couche physique, on va juste faire une traduction. Normalement c'est écrit en binaire, on va juste le traduire en signal, tout dépend le support de transmission qu'on utilise, filaire, sans fil, câblé, etc. Donc le processus d'ajout d'entête à chaque couche s'appelle ce qu'on appelle encapsulation. Donc à chaque couche je suis en train d'encapsuler ma donnée, je l'ai encapsulée dans une donnée applicative. Ma donnée applicative, je l'ai encapsulée dans un segment. Mon segment, je l'ai encapsulé dans un paquet. Mon paquet, je l'ai encapsulé dans une trame. J'ai traduit en signaux. Mon signal est censé traverser le réseau d'interconnexion pour qu'il puisse arriver à la destination. On suppose que notre signal est arrivé à destination. On va traduire le signal en binaire. Donc, au niveau liaison, il va recevoir ça. Donc, puisqu'on est au niveau liaison maintenant, on peut lire uniquement l'entête. Parce qu'on est de niveau 2. Puisqu'on est de niveau 2, on ne peut pas lire des données de niveau 3, comme l'entête IP, TCP, applicative, etc. Vous voyez tout ce qui est en bleu. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on peut lire
à la couche donnée. Donc au niveau de la couche liaison, on peut lire l'entête MAC ou bien l'entête Ethernet. Au niveau de cette entête, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de la destination, je vais vérifier si je suis réellement le destinataire de cette trame. Maintenant, je vais vérifier si l'adresse MAC destination me correspond. Si elle me correspond, ça veut dire que je suis la destination. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remonte. Qu'est-ce que je fais, pardon? Je désencapsule ma trame et je remonte uniquement le paquet. Désencapsuler, maintenant, enlever l'entête de la couche. Contrairement à l'encapsulation où il en ajoute un en-tête au niveau de chaque couche. Désencapsuler la trame en un paquet IP. Et je le remonte à la couche réseau. Au niveau de la couche réseau, je suis de niveau 3, donc je comprends l'entête de niveau 3. Donc ce qui est en bleu aussi. Je comprends l'adresse IP. Je vais aussi vérifier si je suis destinataire logique. Donc je vais vérifier si l'adresse de destination IP me correspond. Si elle me correspond, je la fais remonter à la couche transport, donc je désencapsule mon paquet IP. Si je ne suis pas destinataire, que ce soit au niveau trame ou bien au niveau paquet, qu'est-ce que je fais? Je détruis la trame ou bien je détruis le paquet, veut dire que je ne le remonte pas aux couches supérieures parce que je ne suis pas destinataire. Je remonte mon paquet au niveau de la couche transport, donc je désencapsule mon paquet en un segment. J'ai là mon segment, je vais vérifier l'entête de transport. Donc j'ai soit un en-tête TCP ou bien UDP, tout dépend, comme j'ai dit, la nature de la donnée. Je vais vérifier le numéro de port, s'il me correspond. S'il me correspond, je fais remonter à la couche applicative. S'il ne me correspond pas aussi, je détruis. Arrivé à la couche applicative, qu'est-ce que je fais? Je suis au niveau applicatif, donc je peux lire les données de l'entête applicative. Donc je peux, si ça a été codé, je peux décoder. Si ça a été chiffré, je peux déchiffrer. Je peux reformuler tout mon message, mon fichier ou mon image, etc. pour pouvoir l'utiliser en haut. Donc, je récupère la donnée brute que je peux utiliser. Donc, voilà comment se passe le processus de communication en utilisant le modèle TCP/IP ou là le modèle OSI. Là, on a parlé ici du modèle TCP/IP parce qu'on est en train d'utiliser des protocoles qui sont présents au niveau de la pile protocolaire TCP/IP parce que c'est aussi un modèle pratique, donc on ne peut pas expliquer la communication selon le modèle OSI, sinon ça sera juste, si on veut, théorique. On va dire que ça on va appeler ça en-tête transport, on va appeler ça en-tête réseau. Mais cas pratique, c'est l'en-tête IP parce que ça utilise le protocole IP. Donc ça ressemble. Donc on a expliqué la communication selon le modèle OSI ou bien TCP/IP, mais beaucoup plus TCP/IP parce que on a utilisé les protocoles. Donc, est-ce que vous avez compris le processus? Donc, le processus de remontée s'appelle le processus de désencapsulation. Donc, au niveau de l'envoi, on est au niveau de la couche applicative, on descend jusqu'à la couche physique. Au niveau de la réception, on est au niveau de la couche physique. Maintenant, on est en train de recevoir un signal et on remonte de la couche physique à la couche applicative pour pouvoir récupérer la donnée brute, maintenant du signal à la donnée brute. Et l'envoi, c'est de la donnée brute vers le signal. Donc, est-ce que vous avez compris tout ce processus? Très bien. Voilà. Donc, là, on a compris comment se passe la communication. Donc, puisqu'on a compris aussi le rôle de chaque couche, maintenant, on peut comprendre aussi au niveau de chaque équipement, il appartient à quelle couche. Donc les PC niveau 7, le hub niveau 1, le switch niveau 2 et le routeur niveau 3. Maintenant, j'ai un réseau ici par exemple. Donc j'ajoute des PC et je veux les interconnecter entre eux. Pour pouvoir les interconnecter entre eux, je dois utiliser l'onglet Connections pour pouvoir créer des connexions. Donc on a plusieurs câbles qui sont à notre portée. On a expliqué le câble console, ça c'est juste un câble de configuration et d'administration. Donc c'est pas un câble qui permet une communication entre deux équipements. On a des deux câbles, donc les autres ne les regardez pas, on n'en aura pas beaucoup besoin en TP. À la fin c'est le rouge qui est le câble série. Concentrez-vous sur le câble droit et le câble croisé. Câble droit,
c'est un câble qu'on utilise dans le cas d'équipements qui ne sont pas de même niveau. C'est-à-dire que si je veux relier un PC à un switch, j'utilise un câble droit. Si je veux relier un PC à un hub, j'utilise un câble droit. Si je veux relier voilà, donc c'est ça. Donc PC il est de niveau 7 et le switch il est de niveau 2. Donc je ne peux pas les relier entre eux uniquement via un câble droit. Le câble croisé, ça permet de relier des équipements qui sont de même niveau. Donc deux PC, je devrais les relier par un câble croisé, comme ceci. Donc vous cliquez sur le câble, vous cliquez sur le port. Donc on va relier via une connexion Ethernet. Et vous cliquez sur l'autre PC. Voilà. Mais vous ne pouvez pas relier deux PC via un câble droit. Donc c'est faux. Donc on revient à la barre Hadi qu'on n'a pas entièrement expliqué. Donc là, c'est pour sélectionner un PC. Regardez, je peux le sélectionner, je peux lui changer de place au niveau de l'espace de travail. Hadia, ça permet de supprimer. Donc je supprime soit un équipement comme ceci, soit une liaison. Si je remets par exemple un câble droit entre deux PC, vous voyez que c'est rouge. C'est rouge veut dire qu'il n'y a pas de connexion parce qu'on a utilisé un câble qui n'est pas adapté à cette communication parce que les deux équipements sont de niveau 2. Donc on devrait utiliser un câble croisé. Donc retenez qu'il faut utiliser un câble croisé entre deux équipements de même niveau et un câble droit entre équipements qui sont de niveaux différents. Donc le câble croisé c'est la ligne discontinue et la ligne continue c'est le câble droit. Maintenant l'éclair. L'éclair on l'utilise quand on ne sait pas quoi utiliser comme connexion. Il va vous fournir le câble par défaut. Regardez, je vais effacer le câblage qui existe entre les deux PC et je vais utiliser l'éclair. L'éclair, il va nous donner le câble par défaut. Donc, il doit utiliser un câble croisé parce que les équipements ils sont de même niveau. Donc le câble généralement, je vous conseille de l'utiliser les débuts. Donc pas la peine d'utiliser Hadoma, il va vous donner le résultat adéquat. Il va utiliser le câble qui doit être utilisé entre deux équipements. Ok, donc le mohim, quand vous mettez en place une liaison, ça doit être allumé en vert. Et retenez que le câble croisé c'est pour les équipements de même niveau, les câbles droits c'est pour les équipements qui sont de différents niveaux selon le modèle OSI. Donc on a vu le câblage, on a vu les équipements. Là, on a créé ce qu'on appelle un réseau, un petit réseau qu'on appelle un réseau point à point. C'est une liaison de deux équipements entre eux. Donc, définition d'un réseau, c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux. Donc, au minimum, on peut avoir uniquement deux équipements reliés entre eux. Donc, ça, c'est le plus petit réseau qui puisse exister. Et c'est un réseau qu'on appelle bipoint ou bien réseau point à point. Donc, on peut enlever le câble de configuration console. Voilà, il ne dérange pas, c'est pas un problème parce qu'il est relié à une interface console, c'est une interface de configuration, contrairement à l'interface Ethernet qui est une interface de communication. D'ailleurs, on a deux équipements, on veut les faire communiquer. Le problème c'est que ces deux équipements-là, ils doivent avoir des identifiants, ils doivent avoir tous les deux au niveau du réseau des identités et les identités elles doivent être uniques. Il faudra leur attribuer ce qu'on appelle des adresses IP. Donc avant cela, on va essayer de voir la définition d'une adresse IP. Donc là c'est la pile protocolaire, OSI et TCP/IP, ainsi que les protocoles qui sont utilisés au niveau de chaque couche. Donc on a HTTP pour afficher les pages web, FTP pour le téléchargement ou bien le téléversement. Donc téléchargement c'est le download, c'est récupérer une donnée d'un serveur vers un terminal, un client. Et le téléversement c'est l'upload, c'est l'envoi d'un fichier du client vers un serveur. Le DNS ça permet de traduire un nom de domaine en une adresse IP. Donc un cas d'utilisation c'est au niveau de la navigation sur Internet. Quand vous naviguez sur Internet,
vous voulez accéder à Google, donc vous n'avez juste qu'à taper google.com au niveau de votre navigateur. En réalité, ce qui se passe, vous êtes en train d'essayer de joindre un serveur de Google et normalement vous êtes en train de le joindre via son adresse IP. Par contre, l'utilisateur final, qui est un utilisateur même s'il n'est pas dans le domaine, n'est pas censé connaître toutes les adresses IP de tous les sites web qu'il consulte. Du moment aussi que ça change parfois, comme j'ai dit. Donc l'adresse IP nous permet d'être identifié à un instant T. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un protocole qui permet de traduire un nom de domaine, qui est google.com, en une adresse IP. Donc ça se passe de manière transparente, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Dès qu'on tape Google, on a accès à Google, on accède, on a des informations qu'on lui communique, il nous fait des recherches, etc. Donc on ne voit pas réellement ce qui se passe en bas. Donc ce qui se passe en bas, c'est au niveau des couches inférieures. L'utilisateur final, il est ici. Il est au niveau applicatif. Il y a un protocole DNS qui est en train d'opérer, qui est en train de traduire le nom de domaine en adresse IP, et il va fournir cette adresse IP à l'entête IP pour qu'on puisse envoyer notre requête, etc. et recevoir la réponse de Google. Donc tout cela se passe de manière transparente, et c'est le protocole DNS qui permet de traduire le nom de domaine en une adresse IP. Le RIP, c'est un protocole de routage dynamique. Ça permet à un routeur de l'utiliser pour pouvoir acheminer des données, parce qu'un routeur, par exemple, il est relié à plusieurs réseaux, et s'il reçoit une information d'un équipement et il a plusieurs chemins à emprunter, il ne saura pas a priori vers quel chemin transférer ce message. Donc via ce qu'on appelle les protocoles de routage, ou la configuration du routage statique qu'on verra dans le dernier TP de ce module, le routeur il pourra trouver le chemin adéquat à ce message. Donc c'est ce que permet le protocole RIP. Il y en a d'autres, donc vous les verrez les années prochaines. Donc RIP est un des protocoles de routage dynamique. Au niveau transport, on a TCP ou bien UDP. Donc comme j'ai dit, au niveau applicatif, il y a d'autres protocoles. Il y a HTTPS qui est par exemple un protocole qui permet l'affichage de pages web de manière sécurisée. Donc ça permet un affichage en utilisant le chiffrement, l'authentification, les certificats numériques. Donc il y a eu HTTPS parce que au tout début, à la création d'Internet, l'objectif c'était uniquement la communication. Mais on s'est avéré après qu'il manque une couche de sécurité au niveau d'Internet, parce qu'il a été créé sans sécurité. Donc on a essayé de pallier à certains problèmes en ajoutant des couches de sécurité comme HTTP qui devient HTTPS, FTP, FTPS, etc. Donc il y a d'autres protocoles aussi. Donc on a vu Hadouma, c'est les plus basiques. Au niveau de la couche transport, on a TCP ou bien UDP. Donc comme j'ai dit, TCP c'est un protocole de transport connecté, c'est-à-dire qu'il établit une connexion avant la communication, et fiable, c'est-à-dire que en utilisant TCP, on est sûr de recevoir une information de manière complète. Donc ça se fait pour un fichier, une image, un son, etc. Et UDP c'est un protocole de transport non connecté et non fiable. Ça permet de l'utiliser au niveau d'une vidéoconférence, au niveau d'un streaming en direct, etc. Parce qu'on ne connaît pas la taille de la donnée, et parce qu'on ne se soucie pas de l'envoi des paquets perdus, parce que si on commence à les réenvoyer, on aura beaucoup de latence et on n'aura pas ce côté vidéoconférence et direct. Protocole IP, ça permet d'acheminer les paquets, ça permet l'adressage. Donc ça permet aussi de comprendre ce que veut dire une adresse IP, donc on le verra par la suite. ARP, on le verra dans le TP numéro 5, ça permet de traduire une adresse logique en une adresse physique, ça aussi on le verra après. ICMP, c'est un protocole qui permet d'envoyer des messages d'erreur au niveau d'une communication. Donc si j'envoie un paquet, s'il n'est pas reçu, ICMP va essayer de me fournir des informations additionnelles concernant cette erreur-là. Est-ce que le PC n'est pas allumé? Est-ce que le routage n'est pas configuré? Est-ce qu'il n'y a pas de chemin? Donc ça peut me fournir beaucoup d'informations concernant l'erreur. Donc chaque erreur, ça me retourne un code d'erreur spécifique.
IGMP, c'est un protocole de diffusion de groupe. Donc, ça permet, par exemple, dans un cas d'utilisation, mettre dans un groupe tous les routeurs. Et des routeurs, ils s'échangent entre eux ce qu'on appelle des données système, par exemple des informations de routage. Donc si je les mets dans un groupe, ils vont uniquement communiquer entre eux au sein de ce groupe. C'est un groupe logique, c'est un groupe IP. Maintenant, je leur attribue une adresse de multidiffusion. Ce n'est pas une adresse unique. Par exemple, chaque routeur, il a des adresses IP, etc. pour ses interfaces. Mais une adresse de groupe, si je l'insère au niveau de ce groupe, maintenant, s'il devient membre, si j'envoie un paquet à cette adresse de multidiffusion, ce sera uniquement les routeurs qui sont inscrits au niveau de ce groupe qui vont recevoir les informations. Donc ça permet de ne pas congestionner le réseau de messages inutiles. C'est-à-dire que si j'ai des informations de routage, je devrais les laisser uniquement entre les routeurs. Les terminaux au niveau du réseau n'ont pas à recevoir ces messages de diffusion de routage, etc. Voilà un cas d'utilisation du protocole IGMP. Ce qui est en bas, Ethernet, PPP, Token Ring, Wi-Fi, etc. sont plus des technologies de communication. Donc Ethernet, c'est une technologie réseau mondiale qui est très utilisée. Elle est filaire aussi. On a PPP qui est Point-to-Point Protocol. Ça permet, c'est une technologie qui est utilisée de bout en bout. Un des cas d'utilisation, c'est entre deux routeurs. Donc quand on a deux routeurs, on a ce qu'on appelle une liaison série. On privilégie le protocole PPP parce que au niveau de ce réseau-là, c'est un réseau interrouteur. Il y a uniquement ces deux routeurs qui communiquent entre eux. Donc on a, par exemple, au niveau de PPP, on n'a pas à spécifier l'adresse MAC parce que on a uniquement un récepteur à l'autre bout. Il y a uniquement l'autre routeur qui est connecté à moi au niveau de cette liaison. Donc on ne va pas aussi rentrer dans les détails. Token Ring, c'est une technologie utilisée dans les réseaux en forme d'anneau. Donc ça permet de gérer tout ce qui est jeton. Donc le jeton, c'est un privilège qui permet à un équipement de bénéficier de communication. Donc c'est celui qui a le jeton, c'est le seul qui peut communiquer au sein du réseau. Et dès qu'il finit sa communication, il passe le jeton à un autre équipement pour pouvoir créer ce qu'on appelle une équité au niveau de la communication. Ces réseaux-là ne sont plus utilisés de nos jours. On préfère utiliser la technologie Ethernet parce que on n'utilise plus de nos jours les réseaux en bus, les réseaux en anneau, etc. Le Wi-Fi, c'est une technologie sans fil, c'est-à-dire que ça permet de traduire le signal en vaisseau hertzien, etc. Donc voilà à peu près l'ensemble des protocoles qui sont au niveau de TCP/IP. Là, il y a uniquement les protocoles les plus connus et les plus utilisés. Donc TCP/IP, il s'appelle TCP/IP parce que TCP et IP sont les protocoles les plus importants au niveau de cette pile. C'est pour ça qu'on l'appelle TCP/IP. Maintenant, on va passer à l'adresse IP. J'ai dit que l'adresse IP, c'est un identifiant logique qui change. Et l'identifiant, il se présente de cette forme-là. C'est une suite binaire, donc on a 32 bits, vous avez des X, vous avez 32 X. Donc le X peut être soit un 0, soit un 1, c'est pour ça que j'ai dit c'est une suite binaire. C'est aussi un groupe de 4 groupes de 8 bits. Donc vous avez 8 bits, séparés par 8 bits, séparés par 8 bits, séparés par 8 bits. Donc le sens d'une adresse IP, il est uniquement au niveau binaire. Au niveau décimal, c'est juste une traduction, c'est pour pouvoir lire l'adresse IP, mais le sens d'une adresse IP, il est au niveau binaire. Elle est composée de deux parties. Vous avez la partie réseau et la partie machine. Donc la partie réseau, c'est la partie qui se trouve tout à fait à gauche. Donc ce sont les bits de poids fort. Et la partie machine, c'est la partie qui se trouve tout à fait à droite. La taille de la partie réseau et la taille de la partie machine, c'est variable. Donc ça peut, par exemple, si j'ai une partie réseau de taille de 8 bits, j'aurai donc la partie machine égale à 32 moins 8 bits, donc j'aurai 24. Donc j'aurai les trois groupes à droite qui formeront la partie machine. Donc quelle est la différence entre la partie réseau et la partie machine? La partie réseau, elle sert à identifier un réseau. Donc on a les adresses IP, on a ce qu'on appelle une adresse IP réseau. L'adresse IP réseau a une partie réseau spécifique et toutes les machines qui appartiennent à ce réseau-là logique, ils auront la même partie réseau.
on va le voir ici. Donc une adresse IP réseau, c'est une adresse IP dont la partie machine égale à 0. Vous avez une partie machine quelconque, de taille quelconque aussi. Pour pouvoir avoir une adresse IP réseau, on met la partie machine égale à 0. Le masque, c'est pas une adresse IP, mais il est en notation IP, il permet de déterminer la taille de la partie réseau quant à la partie machine. Donc, au niveau du masque, je mets à 1 la partie réseau et la partie machine, je la mets à 0. Donc, les 1, l'ensemble des 1 va former ce qu'on appelle la partie réseau. Donc, à partir du masque, je pourrais avoir quelle est la taille de la partie réseau, quelle est la taille de la partie machine. L'adresse IP de division, c'est une adresse IP dont la partie machine égale à 1. Donc, je mets à 1 partout tous les bits de la partie machine, ça me forme une adresse de diffusion. Une adresse de diffusion, ça permet d'envoyer à tous les équipements de ce réseau logique. Si je mets comme adresse de destination cette adresse de diffusion, ce sera tous les équipements qui figurent au niveau du même réseau, mais à la même partie réseau, qui ont la même partie réseau, les machines qui ont la même partie réseau, ils vont recevoir la donnée parce que j'ai mis comme destination une adresse de IP de diffusion. Une adresse IP d'une machine normale, c'est ce qui est compris entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. C'est-à-dire que c'est l'adresse réseau plus 1 jusqu'à l'adresse diffusion moins 1. Donc c'est ce qu'on appelle la plage d'adresse qu'on peut attribuer à une machine. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc on a par exemple voilà. Alors, vous avez l'habitude d'entendre parler d'une adresse IP AK, par exemple 192.168.1.1. On est d'accord? Hedia, elle a son sens en binaire, c'est-à-dire que je devrais traduire 192.168.1.1 en binaire, mais j'aurai le sens. Bon, par exemple, est-ce que vous avez fait la traduction du binaire vers le décimal en cours là? Oui. Vous l'avez fait. Donc, par exemple, pour traduire 180, donc l'adresse IP c'est Agda. Donc, on traite chaque groupe de 8 bits à part. On ne les traite pas tous en même temps. Donc, le premier, Hada. Hada c'est 2 à la puissance 6. Hada c'est 2 à la puissance 5. Hada c'est 2 à la puissance 4. Deux à la puissance 3. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 1. Ah, je pense que je me suis trompée. Ça commence par 2 à la puissance 7. Voilà, donc on aura ça. Voilà. Donc l'adresse IP qui marque là, c'est une suite binaire. On prend chaque groupe à part. Donc si on a par exemple Hagda. Donc, pour traduire en décimal, j'utilise uniquement les bits qui sont à 1. Donc, ça sera 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 7. Et je fais la somme. Donc, pour 492, pour traduire du binaire vers du décimal vers le binaire, je dois écrire 192 en utilisant les puissances. Donc, c'est égal à 1, 2, 4. Donc 2 à la puissance 7 c'est 128, là c'est 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 0, et 1 pardon. Voilà, donc j'essaie d'écrire 192 en utilisant ces chiffres là.
Donc 192 il est inférieur à 128, donc il peut comporter 128. Je fais la différence de 192 par 128. J'obtiens 64. Donc c'est directement 64. Donc j'ai utilisé le 2 à la puissance 6 et le 2 à la puissance 7. Donc en binaire, ça me donne 1, 1 pour les deux premiers bits et 6 0. Voilà. Même chose pour 168. C'est égal à 128 plus. Donc je fais la différence pour pouvoir savoir si j'ajoute 64 ou pas. 168, pardon. 168 moins 128. 40. Donc je ne peux pas ajouter 64, je peux ajouter néanmoins 32. Donc ça sera 32 plus 8. Plus 8. Donc en binaire, ça va donner 2 à la puissance 7 à 1, 2 à la puissance 6 à 0, 2 à la puissance 5 à 1, 2 à la puissance 4 à 0, 2 à la puissance 3 à 1, et le reste c'est des zéros, comme ceci. 1, c'est égal à 1, donc c'est égal à 2 à la puissance 0, donc je l'écris 7 0 et un 1, la même chose pour l'autre 1. Donc mon adresse en binaire, elle va donner voilà. Donc 192.168.1.1 va donner ça en binaire. Maintenant, pour l'adresse IP, elle comporte une partie réseau et une partie machine. Pour déterminer quelle est la taille de la partie réseau et quelle est la taille de la partie machine, c'est via ce qu'on appelle le masque. Par exemple, comme exemple, on accompagne toujours une adresse machine avec son masque pour pouvoir déterminer la partie réseau de la partie machine. Par exemple, on m'a donné le masque. Vous voyez, 255.255.255.0. 255 en binaire, c'est 8-1. Donc si vous traduisez en binaire, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc c'est 8-1. La même chose pour les trois autres groupes. Donc vous aurez un masque de ce style. Donc 8-1. Vous avez trois groupes. Les trois premiers groupes à 255, donc ils sont à 1. Maintenant, la partie réseau, elle est sur ces trois groupes-là. Elle est sur 24 bits. Donc le masque, soit on le modélise via une adresse IP de ce style, soit par ce qu'on appelle une notation CIDR, comme ça, slash 24. Qui roule une adresse IP 192.168.1.1 slash 24 veut dire que mon adresse IP c'est 192.168.1.1 avec un masque slash 24 veut dire que j'ai les 24 bits de gauche qui sont à 1. Donc la partie réseau elle est sur 24 bits et la partie machine elle est sur 8 bits. Quand j'ai ces informations là, je peux déterminer l'ensemble des informations qui me restent. Donc l'adresse réseau, ça sera quoi? L'adresse réseau, c'est une adresse où la partie machine elle est égale à 0. Donc ça sera comme ceci. La partie hadiga, c'est la partie réseau parce que le masque m'a dit que j'ai 24 bits pour la partie réseau. La partie machine a 0. Donc j'aurai 8-1. Donc adresse réseau, c'est 192.168.1.0/24. Veut dire que l'adresse IP 192.168.1.1 appartient à l'adresse réseau 192.168.1.0. Maintenant, l'adresse de diffusion, on a dit que l'adresse de diffusion, c'est une adresse où la partie machine elle est égale à 1. Donc on a, Hadi c'est la partie réseau, on ne la touche pas.
Donc c'est 192.168.1. La partie machine égale à 1 partout, maintenant j'aurai 8 1. Donc ça sera qui m'a dit, sauf que la partie machine, elle sera égale à 1. Donc 8 1. Donc en binaire ça donne 255. Donc l'adresse de diffusion c'est 192.168.1.255, veut dire que si j'utilise cette adresse comme destination, je pourrais envoyer à tous les PC, à tous les équipements de l'adresse réseau 1.0. Et la plage d'adresse, elle va aller de 192.168.1.1, on a écrit adresse réseau plus 1, jusqu'à 192.168.1.254, on a adresse de diffusion -1. Head la plage, c'est quoi? C'est l'ensemble des adresses IP qui peuvent être attribuées à des machines. Donc, si j'ai un réseau comme ça, il faut que j'ai une adresse réseau comme ça, je connais ma plage. Maintenant, si j'ai une adresse /24, veut dire que je peux adresser uniquement 254 machines. J'utilise pas l'adresse réseau parce qu'elle ne peut pas être attribuée à une machine. C'est une adresse réseau, elle permet d'identifier tout le réseau logique. Et je ne peux pas utiliser l'adresse de diffusion parce que c'est une adresse qui me permet d'envoyer à tout le monde. Donc la plage, ça sera entre les deux. Donc les machines de mon réseau, elles peuvent avoir l'une des adresses suivantes. Donc est-ce que vous avez compris ce concept? Donc on a un réseau physique qui est la topologie, par exemple ici. Et on a l'adresse, le réseau logique. C'est l'adresse réseau à laquelle appartiennent les machines, d'un point de vue IP. Donc, est-ce que vous avez compris ce concept? Oui, madame. Bien, il n'y a pas de question. Maintenant, on a créé un réseau et on veut les faire communiquer entre eux. Maintenant, on doit leur attribuer une adresse IP. On va leur attribuer une adresse IP du même réseau. Donc, il y a deux conditions pour que deux machines puissent communiquer entre elles. La première, c'est elles doivent être reliées entre elles déjà. Il doit y avoir un support de communication. Donc, elles doivent figurer au niveau d'un réseau physique existant, comme celui-ci. Et deuxième propriété, c'est que elles doivent appartenir au même réseau IP, donc au même réseau logique. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir la même adresse réseau, une adresse réseau commune. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir la même partie réseau et le même masque. Et elles doivent avoir des adresses figurant, par exemple, dans cette plage. On va faire l'exemple, on va donner à PC1, par exemple. Donc, avant d'entamer ça, on va expliquer que quand vous cliquez sur un équipement, vous avez cette interface-là. Vous avez Physical, ça permet de, par exemple, éteindre la machine. Regardez, quand j'éteins, ça bascule vers le rouge. Il n'y a plus de connexion parce que ma machine, elle est éteinte. Si je réallume, ça rebascule vers le vert. Si j'éteins, c'est pour, par exemple, changer la carte réseau. J'ai une carte réseau filaire. Je peux, par exemple, insérer la carte réseau sans fil à la place. Donc, je l'enlève. Je la mets ici. Voilà. Et j'insère celle-là. Sinon, je peux la réenlever et réavoir la carte réseau filaire. Voilà. Il faut juste réallumer le PC avant de l'utiliser. Vous avez l'onglet config, ça permet de changer le nom du PC au niveau de la topologie. De basculer vers un adressage statique ou bien dynamique, ça on verra par la suite, et d'insérer les informations telles qu'on les verra par la suite. Desktop, c'est tout ce qu'on peut faire au niveau du PC. On a pour saisir la configuration IP, par exemple je vais saisir les adresses avec un masque /24, donc la notation elle se fait en décimale. Pour l'instant, ne les regardez pas, on met rien.
Et là, c'est la configuration IPv6. Donc, IPv6, c'est une amélioration de IPv4. Donc, c'est une nouvelle façon de voir IP. C'est une adresse IPv6, c'est une adresse qui est non pas sur 32 bits, mais sur 128 bits. Parce que vers 2011-2012, on a commencé à ressentir que IPv4 ne suffisait plus. C'est-à-dire qu'on pouvait plus adresser toutes les machines au niveau mondial à un instant T en utilisant IPv4. Cela est dû à l'Internet des objets, à la démocratisation de l'utilisation des équipements informatiques, à l'apparition des smartphones, etc. Donc, IPv4 n'a plus suffi, donc on a basculé vers IPv6 qui permet d'avoir une adresse IP plus grande. Donc, plus l'adresse IP est grande en taille, plus on a plus de possibilités d'adressage. Ça, on ne va pas rentrer aussi dans les détails. Là, on remplit uniquement cet onglet-là. Donc, c'est pas la peine de les regarder. Dans Desktop, on a IP configuration, on a commande prompt. Ça permet de... C'est comme l'invite de commande au niveau de votre PC. Vous pouvez saisir des commandes qui met IP config /all. Ça permet de lister la configuration réseau de l'équipement. Voilà. Ça permet de voir par exemple l'adresse MAC. Et l'adresse IP, il n'y a pas. Et l'adresse IP pardon, qu'on a saisi. Et le masque. Donc tout ce qu'on ne saisit pas, c'est 0.0.0. On peut saisir d'autres commandes. On peut saisir help pour avoir la liste des commandes qui sont utilisables au niveau de l'invite de commande du PC. On reviendra aussi par la suite pour faire d'autres commandes. Et terminal, on le verra aussi par la suite, ça permet de configurer l'équipement à distance s'il est connecté via un câble réseau. On a configuré le PC avec l'adresse 192.168.1.1. Le deuxième PC, on lui donne 192.168.1.2 par exemple. Le Mohem, ils doivent avoir la même partie réseau et le même masque. Maintenant, je vais les relier entre eux. Donc, ils sont au niveau du même réseau. Ils sont au niveau du même réseau logique. Ils peuvent communiquer. Pour pouvoir communiquer et voir si un équipement il est joignable ou pas, on va utiliser la commande qu'on appelle le ping. Ping, c'est une commande réseau qui permet de tester la connectivité d'un destinataire. Donc, la syntaxe, c'est ping et adresse IP de destination. Donc, c'est 192.168.1.2. J'ai comme réponse reply from 192.168.1.2 veut dire que j'ai envoyé 4 paquets. Regardez, sent égale à 4, received égale à 4. J'ai reçu 4 paquets et je n'ai perdu aucun paquet. Donc j'ai 0% de perte. Veut dire qu'il y a connectivité entre les deux PC Hadouma. Par contre, si j'avais utilisé une adresse IP différente côté réseau, c'est-à-dire que si je change la partie réseau, je mets ici un 2. Ils avaient la même partie réseau parce qu'on a /24. Ils doivent avoir les deux 192.168.1. Ou le reste, il change la partie machine. Mais il a 192.168.1, l'autre il a 192.168.2. On va essayer de tester la connectivité. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà, donc on n'est pas en train de recevoir des paquets IP. Regardez, request time out veut dire que au bout d'un certain temps, je n'ai rien reçu. Veut dire que j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 0 paquet et j'ai perdu 4 paquets, donc j'ai 100% de perte. Vous voyez, donc si vous êtes au niveau d'un réseau logique à part, même si vous êtes connecté d'un point de vue physique, vous ne pourrez pas communiquer. Donc les deux conditions, c'est appartenir au même réseau physique et logique. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait là? Voilà, on continue à présenter le simulateur. Donc ça permet de supprimer. La loupe, ça permet de visualiser tout ce qui est table au niveau d'équipement. On reviendra aussi par la suite. Donc PC a une table ARP, le routeur a une table de routage, table ARP, on les verra aussi par la suite. Switch a une table MAC, une table ARP. Voilà, on les verra aussi par la suite.
Là, on peut sélectionner tout le réseau et le faire, lui changer de place, par exemple. Ça permet d'ajouter des notes au niveau, ça permet d'ajouter des notes. Par exemple, 192.168.1.1/24. Ça permet par exemple d'ajouter une note et de l'insérer ici. Ça permet d'écrire des informations concernant le réseau pour ne pas se perdre. Si on avait une grande topologie, on insère plusieurs notes comme ça pour pouvoir par exemple connaître les adresses réseau pour des réseaux locaux à part, etc. pour ne pas se perdre. Le carré, ça permet par exemple de délimiter les réseaux entre eux. Par exemple, Hada c'est le réseau A, Hada c'est le réseau B, etc. Là, je peux changer la forme, la couleur, voilà, comme ici. Donc si je mets un fond ou je mets pas, donc ça permet de personnaliser les carrés ou les cercles, les rectangles, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la petite enveloppe. L'enveloppe, ça résume ce qu'on a vu en ping. Donc, je clique sur l'enveloppe, c'est comme si je veux pinguer. Donc, je clique sur l'émetteur une fois, et je clique sur le récepteur une seconde fois, et j'ai en bas une barre qui me dit s'il y a communication en bas. Donc, failed, parce que on a des adresses réseau différentes. Il suffit juste de les changer pour que ça affiche que le message a été transmis. On refait un ping. Voilà, cette fois-ci, ça me dit successful. Donc, l'enveloppe ADI, ça permet de tester la connectivité de manière plus rapide. Au lieu d'aller au terminal et taper ping et l'adresse IP, etc., je peux utiliser les petites enveloppes pour pouvoir voir si s'il y a connectivité au sein de mon réseau ou pas. Le ADI, c'est la première enveloppe. L'enveloppe qui est ouverte, c'est une enveloppe qui permet de personnaliser le message qu'on veut envoyer. Voilà. Est-ce que je peux envoyer un fichier HTTP, pas spécifiquement un ping, pas spécifiquement donc un paquet ICMP, parce qu'un ping c'est un paquet ICMP. Je peux moi-même spécifier les adresses, le time to leave, certaines données concernant le paquet que je veux envoyer. Donc je peux le personnaliser, contrairement au ping qui est par défaut. Voilà. Là, on utilise généralement uniquement le ping. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de mettre en place un réseau, le dessiner au niveau de la topologie, le configurer et tester à la fin s'il y a connectivité ou pas. Donc si mon réseau il est fonctionnel ou pas. Là, vous avez le temps qui est écoulé depuis que j'ai allumé le logiciel. Voilà, c'est le timing. Là, c'est les équipements comme j'ai dit. Donc chaque fois que vous cliquez sur un équipement, à gauche, vous avez la liste de différents types d'équipements. Là, ce qui nous intéresse, c'est les routeurs, les switches, les hubs. Et au niveau terminaux, ce qui nous intéresse, c'est les PC. C'est des équipements concernant l'IoT. Donc, c'est pas l'objet du TP. C'est pour les différents scénarios. Donc, le premier, je peux le supprimer. Je peux supprimer la communication pour pouvoir la retester une deuxième fois. Pour ne pas qu'il y ait un certain mélange de messages là, je peux carrément tout supprimer ou bien créer un nouveau scénario. Là, ça m'affiche les résultats. Donc là, vous êtes au niveau logique, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de la topologie comme un dessin, c'est-à-dire la forme que prend la topologie. Dans le cas physique, ça se trouve au niveau d'une office par exemple. Donc si vous cliquez ici, donc voilà comment se présentent les équipements. Donc voilà à quoi ressemble par exemple un routeur. Donc ils sont ce qu'on appelle au niveau de rack et chacun il est superposé à l'autre. Donc si on reprend en présentiel, on verra au niveau des salles TP qu'on a par exemple on a la salle de TP, on a 4 racks où dans chaque rack on a 2 routeurs et 2 switches présentés comme ceci. Donc il y a le 2 routeurs, il y a 2 switches. Voilà, donc c'est la présentation physique du réseau. Donc là on ne peut pas déterminer par exemple la topologie. Est-ce qu'elle est en anneau, est-ce qu'elle est en étoile, est-ce qu'elle est en bus, etc. On peut le voir l'onglet logical. Voilà. Vous avez là aussi mode real time et mode simulation. Real time, ça permet de donner le résultat direct d'une communication. C'est-à-dire que si je clique sur l'émetteur et le récepteur via l'enveloppe, j'ai directement est-ce que c'est successful ou bien failed. Simulation, ça permet d'aller étape par étape. Si je refais, voilà, regardez, avec ces flèches-là,
j'envoie le fichier, j'ai la réponse, il m'affiche successful. Maintenant, je peux aller la communication, comment elle se passe, étape par étape. Et, au niveau de chaque étape, je peux cliquer sur mon paquet et voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce paquet. Regardez, ça utilise le modèle OSI, la communication. Donc, vous avez par exemple les infos de la couche 3. Voilà. C'est un message ICMP. Vous avez l'adresse source, IP source et destination. Vous avez les adresses MAC source et destination. Et vous avez au niveau de la couche physique quelles interfaces on est en train d'utiliser, par exemple. Donc, vous pouvez avoir certaines informations. Le mode simulation, ça permet de comprendre comment se passe la communication sur le réseau, mais aussi de débugger en cas de problème. C'est-à-dire que si au niveau d'un grand réseau, s'il n'y a pas de communication, on utilise le mode simulation pour savoir au niveau de quel tronçon la communication a cessé d'avoir. Mais chaque fois qu'on essaye de configurer avec l'équipement en question s'il y a fait un problème ou pas. Ça, c'est pour le côté mode simulation en real time. Donc, je vous conseille de l'utiliser au niveau quand vous essayez de pratiquer pour voir à peu près comment se passe la communication et checker à chaque étape les contenus. Voilà. On quitte le mode simulation. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a, je pense, au niveau du logiciel. Donc voilà ce qu'on va beaucoup plus utiliser. Retenez Hadouma, la loupe pour les tables, ça c'est pour la sélection, ça c'est pour supprimer un lien ou là un équipement, ça c'est pour ajouter des données, des notes, ça c'est pour ajouter des dessins, pour pouvoir séparer par exemple des réseaux entre eux. L'enveloppe c'est pour le ping, les équipements ici, en utilisant l'enveloppe, le statut de la communication s'il est successful ou pas, et le mode real-time du mode simulation. Donc voilà l'objet du premier TP, ça a été de présenter l'environnement de travail, plus certains concepts en réseau, comme le modèle OSI, les protocoles et les adresses IP. Donc est-ce que vous avez des questions ? Donc on a terminé le premier TP. On n'a pas fait juste le côté physique, pratique, donc les premières pages du TP à tout ce qui est câble, tout ce qui est en cas pratique, parce qu'on est en ligne, donc on ne peut pas utiliser les machines. Donc on peut le voir quand on reprend en présentiel cette semaine. On va essayer de faire ce qui est dit dans le TP1 d'un point de vue machine. Voilà. Donc est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Oui, madame. Tous. Voilà, donc on a donné la première séance. La deuxième séance, on va voir en plus détaillé les adresses IP, on va voir le découpage et on va clore tout ce qui concerne les adresses IP. Maintenant, vous allez maîtriser adresse réseau, diffusion, plage d'adresse et sous la notion de sous-réseau. Mais je fais le troisième TP, on va faire la configuration du routeur et la mise en place de plusieurs réseaux locaux, une topologie. Donc si on fait ça, on va rattraper tout le retard que vous avez eu, parce que toutes les sections, elles sont arrivées au niveau du TP3. Voilà, donc la prochaine séance, c'est cet après-midi à 14h30. D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, c'est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez expliquer le masque? D'accord. Ah, pardon, pour Abdelrahman, c'est à 14h30 normalement. Parce qu'à 13h, j'ai une autre séance. Le masque, alors, moi je connais. Une adresse IP, ça se présente comme ça. Hadi, c'est une adresse IP d'une machine. Ou Hadi, c'est une adresse IP d'un réseau. Ok. Ou la machine, elle appartient à un réseau. Maintenant, la machine, elle appartient au réseau parce que elle figure au niveau de cette plage d'adresse, c'est-à-dire le réseau. Le masque, ça permet de définir quelle est la taille de la partie réseau à la partie machine. Qui n'a une adresse comme ça, sans le masque, sans ce qui est en bas. Je ne pourrais pas savoir à quel réseau logique appartient mon adresse. Donc ça peut appartenir au réseau, par exemple, 192.0.0.0. Si j'avais un masque /8, le masque c'est
255.0.0.0. Ça peut appartenir au réseau 192.168.0.0. Donc le masque il est de slash 16, donc c'est 2 fois 255.0.0. Ça peut appartenir au masque 192.168.1.0, comme on l'a vu. Et ça peut appartenir à un autre masque. Par exemple, il y a le masque qu'on appelle par exemple le masque slash 17. C'est les 17 bits de poids fort qui sont à 1. Donc on aura en binaire comme ça. D'ailleurs, c'est un masque aussi. C'est vrai que on peut découper par groupe, mais on peut aller bit par bit aussi. C'est pour ça que je vous dis que l'adresse IP elle prend son sens en binaire. Donc c'est un masque. Qui n'attaque le masque? Donc quand tu mets slash 17, pour connaître le réseau auquel appartient ta machine, il faut juste convertir l'adresse IP en binaire, écrire le masque Hakaya en binaire, mettre 17.1 suivi de 32-17.0. Et puis, pour avoir l'adresse réseau, il suffit juste de mettre les bits qui sont à 0 le masque, à 0 la partie machine pour pouvoir récupérer l'adresse réseau. Donc le masque, une adresse IP réseau ou bien machine, elle est toujours accompagnée d'un masque pour pouvoir savoir quelle est la taille de la partie réseau et quelle est la taille de la partie machine. Voilà. Mais on verra plus en détail des masques un peu plus compliqués que la deuxième séance. Hein, parce que là, j'ai juste présenté en général, mais je te fais un mot. Mais on verra plus en détail la manipulation. Donc on fera une partie TD et en bas d'une partie pratique TP. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc l'objet du premier TP, c'est juste réaliser un réseau, se familiariser avec l'environnement de travail, montrer comment on fait un ping, etc. Donc on rentre pas beaucoup dans les détails pour ne pas vous perturber, mais la prochaine séance, on verra plus en détail l'adressage. Voilà, donc rendez-vous à 14h30 pour la deuxième séance. Donc je suis en train d'enregistrer la séance et je vous la diffuse dès qu'elle sera uploadée. D'accord, merci. De rien.